Bonjour à tous, je suis Hervé Van Rijn, fondateur du groupe RH Performance spécialisé dans le recrutement, la formation, le coaching, le team building et l'outplacement. Et j'ai le plaisir d'animer ce 3e épisode de l'interview, ma première fois en présence de Christophe Janet. Alors que dire de Christophe? C'est un vaste sujet, je le laisserai peut-être se présenter un peu plus tard. C'est une rencontre assez récente, il y a quelques années. Et je dois avouer que j'ai eu un crush pour le bonhomme et son parcours. Et donc, c'est un immense plaisir que j'ai aujourd'hui d'accueillir Christophe qui va nous parler de son parcours d'entrepreneur et pas que. Avant de rentrer dans toutes tes premières fois, parce qu'il y en a eu beaucoup, il y en aura d'autres, j'espère, souhaites-tu ajouter un petit quelque chose sur cette courte présentation que j'ai faite de toi? D'abord, merci Hervé de m'accueillir dans ton univers. Merci pour cette invite. Qu'est-ce que je peux rajouter peut-être pour donner un petit peu de coloration à cet échange au-delà du CV classique, j'ai juste envie de te dire que je suis un homme passionné. Ce qui me permet d'aller loin, de faire plein de choses, et en même temps, parfois peut être limitant quand on parle de sujets d'hommes en particulier. On aura l'occasion d'en discuter Exactement. ensemble. Et on a un rituel dans l'exercice de ma première fois, c'est que je vais t'amener à te poser toute une série de questions, des rebonds, des questions d'approfondissement, etc. C'est de te proposer un joker. L'idée du joker, c'est quoi? C'est que à tout moment, tu peux l'utiliser si tu en as envie. Après, si tu es audacieux, tu peux faire comme le faisait Coluche à l'époque. Je me souviens d'une émission où il avait refusé d'utiliser les jokers. Est-ce que tu veux garder ton joker ou pourquoi pas tout de suite dire écoute, je n'utilise pas? Écoute, te connaissant, je vais garder le joker. Ok, écoute, je prends ça comme un challenge. Et merci Christophe. Alors, je te propose pour rentrer un peu dans le vif du sujet pour que nos auditeurs comprennent un peu plus ce côté. Ce que j'ai bien aimé chez toi, c'est qu'il y a à la fois un parcours dans des grandes entreprises connues et reconnues, et aussi une aventure entrepreneuriale. Avant de rentrer dans cette aventure entrepreneuriale, est-ce que, en 2-3 minutes, peut-être un tout petit peu plus, nous parler de ta formation? Parce que tu as une formation, j'ai envie de dire, qui peut paraître un peu originale par rapport au parcours que tu as derrière. Et puis après ta formation, parler de tes premières expériences et ta découverte du secteur d'activité dans lequel tu es aujourd'hui. Ça te va? Très bien. Allez, on t'écoute Christophe. Formation finalement assez universitaire et classique, architecte des PLG et ingénieur des ponts et chaussées. Je me suis dédié à cette orientation-là parce que je suis un homme de passion, comme je l'ai dit. J'aime construire, bâtir des choses, des projets. Donc c'était tout naturel que je m'oriente vers ce type d'études. Et ingénieur des ponts en complément de la formation d'architecte, parce que j'ai assez vite réalisé que maître d'ouvrage, c'est-à-dire la capacité de décider, de bâtir, de construire, d'investir, l'architecte ne l'avait pas forcément. Il avait le métier noble du dessin, mais pas forcément de la décision. Est-ce qu'il y a déjà une première petite musique qui court en toi, qui se dit « j'aimerais bien demain, après-demain, me lancer seul ou à plusieurs dans l'entrepreneuriat au sens large ?» Dès le début. Ouais. Dès le début de mes études d'archi, j'avais dans l'idée de bâtir quelque chose, avec cette perspective de dire je serai concepteur, mais aussi réalisateur. Ouais. En France, on distingue bien le maître d'œuvre de la maîtrise d'ouvrage. C'est pour ça que je me suis dédié à ces études des ponts et chaussées pour vraiment acquérir cet autre métier. Mais dès le début, j'avais dans l'idée de le faire, de me lancer. Alors après, c'est culturel. Je n'avais pas été préparé à ça dans mon éducation. Alors, l'envie, mais pas forcément la capacité à m'engager tout de suite à le faire. On a peut-être une image des architectes en se disant la très grande majorité des architectes, une fois qu'ils sont archis, ils montent leur cabinet, ils s'associent à 2 ou 3 ou 4 et puis ils se développent là-dedans. Est-ce qu'à cette époque-là, tu as fait les ponts derrière, tu avais envie de monter ton cabinet ou t'imaginais rejoindre des projets peut-être encore plus vastes? Non, c'était vraiment l'idée de monter une entreprise au départ dans la philosophie d'une agence d'architecture, mais en allant plus loin, justement. Ouais. Et donc, néanmoins, j'ai quand même pris l'initiative à la sortie des ponts de rentrer dans des groupes, dans des sociétés où j'allais apprendre mon métier de maître d'ouvrage. Et puis après, on se fait embarquer par le système, et de manière positive. Hein. On se fait embarquer par le système, et puis les années passent, et puis le projet de monter sa boîte avec mes 2 copains d'école
d'école d'archi s'éloignent. Et puis voilà, nos histoires commencent à un peu prendre d'autres trajectoires. Et puis la chose ne se fait pas. Et donc là, on entame tes premières expériences, non pas d'entrepreneur, mais d'intrapreneur. Tu rejoins 2 sociétés connues. On peut parler de la première ? Ouais. La première, alors j'ai appris mon métier chez Bouygues Immobilier. Mais en étant passé d'abord dans la boîte où j'avais vraiment envie d'aller, qui s'appelle toujours Altarea. Et quand j'ai eu mon entretien avec les gens d'Altarea, ils m'avaient dit allez faire, votre profil nous plaît, mais allez faire vos classes dans des entreprises écoles. Et quand vous aurez appris votre métier, au bout de 2-3 ans, vous revenez nous voir. Donc tu es allé chez les Orange, comme on dit. Donc je suis allé chez les Orange. C'est la plus belle école, plus belle entreprise école aujourd'hui encore sur la place française. Donc je suis allé chez eux et j'ai fait mes classes pendant 4 ans chez Bouygues Immobilier. Et puis une fois que j'ai considéré que j'étais prêt, je suis retourné voir Altarea. Je leur dis je suis maintenant disposé à vous apporter ce que je sais faire. Est-ce que vous êtes prêt à m'accueillir dans votre entreprise ? Et tu rentres sur quel type de poste ? Alors, je suis rentré, c'est très atypique, et c'est ce qui m'a permis finalement de rebasculer dans l'entrepreneuriat ensuite, c'est que je suis assez jeune, je suis rentré en tant que directeur de développement. Ce sont des métiers où il faut un peu d'expérience, de sagesse. C'est des métiers de business aussi. Ouais. Et donc, très vite, on m'a donné cette opportunité de directeur de développement, donc c'est ce qui m'a permis de rentrer chez Altarea et de faire très vite ce boulot-là. Tout à l'heure, tu parlais de ton envie, tes besoins d'innovation. Je me trompe ou pas, ou c'est quand même un peu rare de voir des archis qui officiellement prennent des jobs de business ? Ouais, en général, le métier d'architecte et le métier de business s'opposent. Voilà. Non, moi, j'avais pas ce problème-là, au contraire. Et j'ai vraiment eu envie d'aller bosser chez Altarea parce qu'à l'époque, ils développaient le projet de Bercy Village et ils faisaient du commerce dans des vieux chais aux portes de Paris. Et j'ai trouvé ça hyper original, hyper innovant. Et je me suis dit, voilà, comment faire du commerce autrement, et ça m'a plu. C'est comme ça que... Donc, une première expérience. Donc, on a Bouygues. Alors, je t'ai pas posé la question, Bouygues, tu as fait quoi pendant 4 ans chez eux ? Bouygues, j'ai été un responsable de programme, un petit padawan qui apprenait son métier, c'est-à-dire à monter des dossiers, à faire du montage, voilà, et à apprendre, simplement. Bouygues Immobilier, deuxième expérience, directeur du développement. Ça dure combien de temps, cette expérience, et qu'est-ce que tu y apprends ? Alors, chez Bouygues Immobilier, un peu plus de 4 ans. Apprendre à bien structurer un dossier, à expliquer en quelques mots l'objet d'un projet, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'engager, quels sont les risques qui sont mesurés, etc. etc. Donc, globalement, faire un pitch, rapidement, en 10 minutes, expliquer pourquoi est-ce qu'il faut faire cette opération. Et rapidement, chez Altarea, c'était principalement mon métier, c'était de faire du dev, aller chercher de nouvelles opérations. Et chez Altarea, j'ai eu la chance de vivre aussi l'expatriation. Voilà, et donc de changer complètement de culture et de faire mon métier en portant un regard différent sur un pays, avec des règles, avec une culture du business totalement différente. Donc réapprendre mon métier quasiment de A à Z, parce que environnement totalement décalé, quoi. Ok. Alors on va avancer sur ces expériences pour aller tout doucement vers, ou assez rapidement vers cette expérience d'entrepreneur. Suite à ça, tu vas rejoindre, si ma mémoire est bonne, Leroy Merlin. Oui, complètement. Ouais. Sur un poste là aussi de développement. Complètement. Ouais. J'ai rejoint le groupe Leroy Merlin en rentrant d'Italie à l'époque de la période de 2009 des subprimes, les Man Brothers. Donc arrêt des financements sur des pays en développement comme l'Italie. Je suis rentré donc en France et l'occasion m'a été présentée de rejoindre le groupe Leroy Merlin pour faire le directeur du développement de l'enseigne pour la France, avec une perspective à 5 ans de dire Christophe, si tu te plais dans l'entreprise, tu pourrais basculer sur le cœur de métier de Leroy Merlin, faire du retail. Et de repartir un jour, pourquoi pas, directeur d'une business unit, mais en tant que retailer, exploitant vraiment. Ça, c'était aussi une manière de basculer dans une logique d'entrepreneur. Alors, pas entrepreneur de ma boîte, mais intrapreneur, c'est-à-dire responsable de ma business unit. Voilà, ça a toujours été mon fil rouge, en fait. Tu passes combien de temps chez Leroy ? Plus de 5 ans. Et le moment est arrivé où il faut effectivement basculer. Faire des choix. Et faire le choix de dire je renonce à mon expertise et je deviens un retailer à part entière,
Alors avec la petite difficulté, c'est qu'il faut que l'équation se fasse au bon moment. C'est que ça soit le bon moment pour changer de métier et d'accepter de dire je passe en magasin pendant un moment indéterminé. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Un passage obligé. Un passage obligé. Et puis de se dire où est-ce que je vais ensuite. Et là, c'était moins évident pour l'entreprise de dire voilà, Christophe, tu vas faire X mois dans le magasin, tu vas partir potentiellement pour être le patron demain de ce pays-là ou de ce pays-là. Et là, l'exercice, justement, c'est d'être en lâcher prise. Leroy Merlin fait exprès de ne pas te dire où tu vas pour voir si vraiment tu es prêt à basculer. Et je vais être honnête, je ne l'étais pas, puisque je n'ai pas basculé. Je n'ai pas osé renoncer à mon expertise, passer en magasin pendant un délai indéterminé, certainement mesuré, mais moi je ne le savais pas, et pour aller dans un pays que je ne connaissais pas. Voilà. Donc on ferme la page Leroy Merlin. Donc je ferme la page Leroy Merlin proprement et en me disant voilà, je ne suis pas prêt en fait. Et ils ont bien fait de me poser la question de cette manière-là. Et donc là, la suite de Leroy Merlin. Un bref passage dans une autre entreprise en tant que patron d'une business unit. Sujet qui ne mérite pas d'être développé. C'est une belle expérience. Et on ne le développe pas. On le développe pas. Mais qui est courte. Mais qui néanmoins m'a permis justement de me préparer à cette vraie aventure que je rêvais, que je portais en moi et qui m'a été offerte par l'associé avec lequel je suis parti, qui est l'aventure Aventim. Donc, puisque tu parlais d'Aventim, on peut nommer l'entreprise. Et c'est à cette période-là on s'est connus. Oui. Si ma mémoire est bonne, tu étais directeur général de cette société. Oui. Et il y a tout un premier pan de cette expérience Aventim qui a été extraordinaire, qui était géniale. Tu peux en parler? Moi, je me souviens d'une accélération de projets divers et variés, d'innovation, de bascule. Je vais employer des mots de rupture, c'est peut-être un peu trop. Mais en tout cas, c'est vu de l'extérieur, c'est comme ça que j'ai pu l'observer. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Complètement. D'abord, c'était une belle rencontre. Voilà, c'était un projet clairement choisi, assumé au gré de cette rencontre avec le fondateur de cette entreprise, d'Aventim. Et puis derrière de se dire qu'est-ce qu'on va bâtir ensemble, comment on peut faire de l'immobilier différemment, juste pas construire des mètres carrés, mais construire de l'usage. On construit un bâtiment, un siège social, en fonction des besoins d'un entrepreneur, qui veut un espace qui se corresponde à ce que le bâtiment traduise en matière d'image de l'entreprise, comment mieux accueillir ses collaborateurs demain, etc. Ça nous plaisait. De dire, on définit de l'immobilier par l'usage. On écoute ce dont a besoin le client et on bâtit un projet en fonction de ça. Ça, c'était le premier pan de la réflexion qu'on portait chez Aventim. Et le deuxième pan, c'était de dire comment on bâtit autrement. Comment on construit autrement avec un impact carbone qui soit le minime possible. Aujourd'hui, c'est extrêmement bateau de parler de ça, mais il y a 8 ans en arrière, bâtir un projet en bois, tout bois, faire un siège social d'une entreprise de renom, je peux citer McCain par exemple, dont on a fait le siège social Europe, c'était pas banal. C'était un peu osé. J'aime pas utiliser le terme disruptif, mais c'était un peu ça, c'était de dire comment on construit différemment. Est-ce que tu te souviens de ce moment où tu quittes le monde des cadres dirigeants des grandes entreprises et où tu te lances dans l'entrepreneuriat, où tu rentres au capital, tu rejoins une structure peut-être plus petite, plus agile, mais etc. Ça fait quoi ça? Émotionnellement, ça t'a fait quoi à ce moment-là? Tu t'en souviens? C'est un mélange d'euphorie, d'enthousiasme où tout est possible et une petite pointe quand même de pétoche. De pétoche, ouais, d'anxiété. J'ai eu la chance de grandir dans des grands groupes avec des perspectives de carrière où si un jour t'es pas bien, l'entreprise elle est là quoi. Quand t'es entrepreneur, le jour où t'es pas bien, ça se voit. Ça se voit tout de suite dans ton humeur auprès des collaborateurs. Aventim, quand je suis arrivé, c'était une demi-douzaine. C'était rien du tout. Il y avait, et encore, quand je dis ça, c'est que je veux pas faire d'erreur, mais on n'était pas beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'on abandonne un paquebot? Tu as cité certaines sociétés de taille colossale et mondiale. Qu'est-ce qui fait qu'on abandonne un paquebot pour rentrer dans un petit canoë? Qu'est-ce qu'on va chercher derrière ça? On va chercher d'abord l'envie de se sentir utile.
Est-ce qu'on le serait moins dans un grand groupe ? Non, on ne l'est pas moins, mais on est plus impactant dans un écosystème très court où les moindres gestes, les moindres actions, elles ont tout de suite des effets. J'ai vécu ça à l'expatriation. Quand on est expatrié, tout ce qu'on fait devient extraordinaire parce qu'on redécouvre un univers, un environnement. Quand on démarre dans une démarche d'entrepreneur, dans une petite structure où on y met ses tripes, on y met son argent, etc., et bien là, effectivement, quoi que tu fasses, il faut que tu te dises, je le fais, il ne faut pas que ça soit gratuit, il faut que ça impacte. Donc, générer de l'impact, il y a de l'utilité. On dit souvent qu'une aventure entrepreneuriale, c'est aussi une aventure d'hommes et de femmes. Est-ce que tu es en phase avec ça ? À 300%. Ouais. C'est, quand tu te lances dans une démarche entrepreneuriale, elle est très tournée autour des hommes et des femmes, pour être très inclusif. C'est un partenariat, un engagement avec un associé, 2 associés. C'est des gens qu'on va embarquer, des collaborateurs qu'on va embarquer. Et donc, il ne faut pas leur raconter d'histoire, quoi. C'est un mariage. Ouais. C'est un pacte. Un pacte vraiment de sang. On n'embarque pas un collaborateur en lui racontant une histoire. Là, pour le coup, quand on embarque un collaborateur sur une petite structure, il faut lui raconter le vrai projet et ce qu'on attend vraiment de lui. Et ce que je disais souvent, c'est pas Aventim ou moi qui vous embauche, c'est vous qui choisissez notre projet. J'aime mieux l'utiliser ce mot-là, mais je trouve que dans une association, il y a une notion de mariage. On n'y fait pas la même chose qu'un mariage, mais on peut retrouver certains contextes. Il y a de l'émotion, on mélange un peu les genres, même si à la base, c'est pas pour mélanger les genres. Est-ce que tu es d'accord avec ce parallèle qu'on peut faire avec le mariage amoureux et le mariage économique ? On dit le mariage, c'est pour le pire et le meilleur, c'est ça ? C'est ce qu'on dit on peut le dire. En tout cas, tu le dis. Ou c'est pour la vie. Ou c'est pour la vie. Ouais. Et évidemment, quand on se marie, on est dans ce schéma-là, où on va déplacer des montagnes, tout est possible, on est en confiance à 300%. Et après, la vie fait que la route n'est pas un long fleuve tranquille, et c'est parfois pas évident. Et il y a des moments où effectivement il peut y avoir rupture, quoi. Ouais. À Aventim, j'ai vécu ça. Ouais. Voilà. Merci d'avoir amené le sujet que j'allais amener. Tu as parlé effectivement, je me souviens, une entreprise qui croît, qui décroche des beaux projets, une belle dynamique, un accompagnement en transition écolo, etc. Et puis il y a juin 2022 ou mai-juin 2022 où là il y a le couple se fragilise, si je peux me permettre l'expression. Est-ce que tu veux bien nous partager ce moment dur, brutal ? Ouais, c'est un moment dur et brutal qui est une... avec le temps, voilà, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que cette histoire est passée. Je pense qu'il faut accepter, même quand la séparation, il y en a un qui garde la maison et les enfants, comme on dit. Moi, j'ai abandonné, j'ai dû renoncer à la maison et les enfants, donc l'entreprise Aventim et les collaborateurs. Et aujourd'hui, avec le temps, j'ai ma part de responsabilité sur cette séparation. Je suis un homme, comme je l'ai dit en introduction, passionné, d'impact, sans filtre, et probablement que dans la relation à l'époque avec mon associé, dans la relation qu'on devait faire évoluer pour faire évoluer l'entreprise, qui avait grandi énormément, avec beaucoup de collaborateurs, on devait certainement faire évoluer notre collaboration aussi avec mon associé. Et donc, de ce fait, peut-être que j'ai été trop brutal dans ma revendication de vivre la chose différemment. Peut-être qu'on n'était pas prêt. Et si je reviens sur ce moment, c'est quoi ? C'est ces 2 associés, on faisait le parallèle avec le couple, où il y a un échange et puis il y a des positions qui, plutôt que d'aller dans le même sens, s'opposent. Et c'est ça qui crée la fracture ? Ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment une notion d'opposition, c'est peut-être de l'incompréhension, peut-être à force de vivre quotidiennement, comme dans un couple, vivre au quotidien les choses de manière spontanée, naturelle, inconsciente. Il y a des moments où il faut reposer un cadre de manière beaucoup plus formelle, plus claire,
pour passer à une étape suivante et que ce travail-là, il n'a pas été fait ou on ne se l'est pas dit. Peut-être à dessein, je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'a pas été fait en temps et en heure. Et voilà. Et donc, résultat des courses, peut-être qu'il est trop tard. Parfois, quand on ne sait pas, on ne sait pas pourquoi. Bon, là, on l'a su, on se l'est dit, mais peut-être qu'effectivement, c'était difficile de passer ce cap et de se dire on ne s'oppose pas, mais on n'est plus aligné. Et puis, dans le monde de l'entrepreneuriat, quand on est en désaccord, c'est celui ou celle qui a le plus de parts qui peut prendre certaines décisions. C'est comme ça. Et là, hop, ça tombe. La décision, elle est claire et nette. Voilà, dans l'entreprise, on ne met pas des mois et des années. Et sur celui qui s'en va, ce qui est mon cas, c'est pas agréable, c'est difficile à vivre. Et c'est une décision que tu ne prends pas, c'est qu'on la prend à ta place, en partie. Oui, exactement. Alors, encore une fois, je le redis aujourd'hui avec du recul, est-ce que j'ai provoqué cette situation-là ou pas? Je prends ma part, mais effectivement, je la subis. Et vous êtes deux. Et vous êtes deux dans l'aventure. Quand, quelques semaines comme ça, on est DG d'une belle entreprise dans laquelle on a beaucoup contribué, et puis il y a un point d'achoppement ou d'affrontement, et cette décision, elle est prise, comment on vit ça intérieurement? C'est dur, on ne va pas se mentir. C'est dur, de se dire que l'aventure va continuer sans toi. Et puis, le plus dur, c'est pas tant ça, c'est les collaborateurs. C'est quelque part de me dire, est-ce qu'ils vont bien le vivre? Il n'y a pas de forme de trahison non plus. Voilà, le but du jeu, c'est pas d'enfoncer la tête sous l'eau de celui avec lequel on s'était opposé dans la décision. Et l'idée, c'est que c'est dur pour moi, et en même temps, il faut que l'entreprise, elle continue. Et que Aventim continue à vivre après, c'est qu'une étape. Je ne suis qu'une étape dans l'aventure Aventim, finalement, et elle continue. Et aujourd'hui, avec du recul, je vois que l'aventure Aventim évolue différemment, mais elle est là, et ça va perdurer. Et ça, c'est la plus belle des récompenses, c'est de se dire que ce que j'ai bâti, ce pourquoi ma contribution a été utile et pérenne, puisque Aventim continue à vivre et bien. Donc moi, j'en suis ravi aujourd'hui. Et Aventim est aujourd'hui une entreprise, est un associé potentiel dans ma nouvelle aventure à moi. J'entends beaucoup de sagesse, beaucoup de recul. C'est quoi? C'est ces 2 années qui t'ont permis de vivre les choses et de les regarder différemment? Exactement. Je pense que dans ce genre d'expérience, en France, on n'a pas la culture de l'échec. Contrairement aux pays anglo-saxons, en France, on cache ces échecs, et j'étais le premier à le mal de vivre. T'es plus Aventim, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Non, en fait, il faut tirer des conclusions positives de ça. Et c'est les échecs qui nous font grandir. Et j'ai grandi de ça, après 2 ans passés. Je reviens un tout petit peu à cette période à la fois douloureuse et en même temps très apprenante. Comment on fait pour sortir de ce moment difficile? On se rapproche de qui? On fait quoi pour respirer, se projeter? Déjà, pas évident, plus facile à dire maintenant qu'il y a 2 ans, mais en fait, il faut se faire confiance. On est arrivé à faire tout ça pas par hasard. Je ne crois pas qu'on vive ces expériences en étant un imposteur. C'est le syndrome de l'imposteur, et souvent malheureusement une caractéristique des cadres ou des dirigeants français. Au contraire, il faut se faire confiance, et puis il faut s'entourer de sa famille d'abord, c'est le premier cercle, et de ses amis pros aussi, qui sont capables de faire l'exercice de l'effet miroir pour te rassurer sur ce que tu as vécu, ce que tu as fait, et justement, parce qu'on manque de recul dans ces cas-là, te rappeler que tu t'es arrivé là pas par hasard. Et l'univers professionnel, le club APM, dans lequel j'ai eu la chance de te connaître, a été aussi d'un grand soutien. Est-ce que tu as envie de nous partager ce moment? Je m'en souviens, toi sans doute aussi, où tu as eu, je trouve, cette humilité, ce courage de partager ta situation à 20-25 entrepreneurs de ce club. Je suis bien imprégné de ce moment-là. J'avais besoin d'extérioriser ce que je vivais de manière très personnelle, très, très solitaire, parce que je savais qu'en face de moi, j'avais des gens qui pouvaient entendre.
parce que au Club APM, c'est la plupart des membres sont des dirigeants, sont des gens qui ont vécu d'une manière ou d'une autre un moment de solitude, un moment de frustration, ce moment dit d'échec, mais qui n'est rien d'autre qu'un moment apprenant qui permet de mieux rebondir derrière. Et donc, j'ai senti que je pouvais me permettre de le faire, Ouais. que je serais entendu. Ouais. Moi, je me souviens, j'aurais témoigné, c'était un moment qui était... il y avait un silence absolu. On t'écoutait nous partager ce que tu avais vécu depuis plusieurs semaines. Et il y avait de l'émotion, de l'écoute, de l'amitié. Et tout le groupe s'est mobilisé derrière pour t'aider, t'écouter et t'embarquer. Oui. Merci en tout cas pour ce partage. Je pense à toi sur ce podcast, c'était pour à la fois nous partager la vie de l'entrepreneur dans ce qu'il y a de magnifique, d'accélération, de développement, de rencontres, etc. La rupture et parfois la violence des séparations, parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, quand on se sépare, ça va très vite, etc. Et ce qui m'a aussi beaucoup impressionné, c'est le rebond. Parce que tu es tombé du grenier à la cave, si je peux me permettre d'employer cette expression, et très rapidement. Et puis, en quelques semaines, tu as été entouré, ton épouse, les amis, pro, pas pro, etc. Et puis, en très peu de temps, tu as rebondi. Est-ce que tu peux nous partager cette période de post-rebond et puis les portes qui se sont ouvertes et puis petit à petit nous parler de ce que tu fais aujourd'hui? Ouais. Alors, la difficulté, évidemment, c'est le rebond, il ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, parce qu'il faut digérer. Il y a des doutes. Il y a des doutes. On se dit, mais qu'est-ce que je vais faire après, sachant que j'étais parti dans l'idée que jamais je ne revivrais l'expérience d'un grand groupe. J'étais parti dans une logique entrepreneuriale et l'aventure Ventim était pour moi la dernière dans un schéma d'entreprise. Est-ce que je peux te poser une question qui me vient? Ouais. Quand la séparation est actée ou va se mettre en route dans ton projet d'entrepreneur, est-ce qu'on a peur de l'image que ça peut donner vis-à-vis de l'extérieur? Bien sûr, c'est ce fameux retour, c'est vivre l'échec de l'entrepreneuriat ou de l'association comme ça sur une entreprise à bâtir. Oui, on a peur de l'image de, en fait, tu t'es planté, t'as pas réussi, ou finalement l'aventure elle continue sans toi. On est sensible à ça en tant qu'entrepreneur. À mort, dire le contraire serait mentir. Oui. Donc il y a ce moment de digestion à passer, c'est essentiel. Et le conseil que je passe, sans être de grands conseils, mais juste de partager mon expérience, c'est quand ça arrive, il faut prendre le temps de le digérer, parce que il faut le faire. Il faut aller au fond de la piscine, comme on dit, pour mieux rebondir. Et pour autant, on est tiraillé. Moi, je me souviens d'échanges où envie d'aller très vite dans des nouveaux projets. On veut se rassurer. Ouais. On veut se rassurer tout de suite, mais il faut accepter ce moment c'est un lâcher-prise qui n'est pas évident, parce que ça fait mal, hein, c'est difficile à vivre. Mais il faut accepter ce moment-là, parce que quoi qu'il arrive, il va se passer un truc. Il faut se faire confiance là-dessus. Et après, ne pas se précipiter pour pas faire les mauvais choix. Faire le mauvais choix, et parce que là, pour le coup, on ne peut pas s'amuser à vivre ces moments-là tous les 2 ans, quoi. Il faut bien digérer pour bien rebondir et faire le bon choix derrière. Et là, il y a quand même, si j'étais un peu cru, un putain de rebond quand même. On part d'une belle entreprise, à un beau projet entrepreneurial. Et puis là, tu as rejoint, on peut en parler aujourd'hui, l'un des acteurs majeurs. Ouais. Je te laisse peut-être dire ce que tu fais depuis maintenant 2 ans. Ouais, j'ai eu la chance, fort du travail que j'ai mené, justement, dans mes expériences passées. C'est de la chance? Ouais, c'est de la chance. C'est peut-être une question de définition. Alors, qu'est-ce que la chance? La chance, c'est une succession d'opportunités. Ouais. Voilà. Donc, j'ai eu cette chance de profiter d'un momentum important dans ce qui est devenu à l'époque Imochamp, Citrus ensuite, à savoir l'entreprise Nous d'aujourd'hui, qui est une société de prestation de services qui est dédiée à la transformation du patrimoine de grandes entreprises que sont Citrus, la foncière qui porte l'ensemble de l'immobilier commercial, des galeries commerciales de l'écosystème AFM, Auchan également, et puis demain de faire de nous
une entreprise au service, une plateforme immobilière au service des enseignes de l'EFM, mais pas que. Donc, Leroy Merlin, etc. Et ça, c'est un vrai beau projet parce qu'il s'agit de faire en sorte que ce grand patrimoine potentiellement là à disposition, très, très orienté sur le commerce, sur le retail, de réfléchir à sa transformation. Pas renoncer au commerce, mais faire du commerce un élément déterminant essentiel d'un projet de ville qui soit mixte, qui soit plus urbain, qui permette d'accueillir autre chose que simplement du commerce comme on l'a connu depuis de nombreuses années, avec sa boîte, sa surface de vente, son parking, etc. Il y a un vrai projet de transformation que je renomme à travers la notion de régénération urbaine. C'est un vrai bon sujet qui rencontre l'adhésion de tout le monde. Des entreprises, des retailers qui se posent la question de leur patrimoine de demain, de la société qui a aujourd'hui envie de vivre autrement la façon de faire du commerce, faire shopping, etc. Des institutionnels, des parties prenantes qui se disent demain, on doit reconstruire la ville sur la ville. Qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, je vais poser peut-être une question joker. Si je parle d'entrepreneur à entrepreneur, tu as été entrepreneur pendant de nombreuses années avec une très belle réussite, une rupture certes. Est-ce que l'entrepreneur qui parle à l'intrapreneur, il lui dit c'est quand est-ce que tu montes ta prochaine boîte? Est-ce que ça te trotte? Est-ce qu'il y a une petite musique derrière qui te dit je me lancerai bien un jour? Il ne faut jamais renoncer à rien. Donc dire j'ai vécu cette période, je ne la revivrai plus, en étant encore plus engagé en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire en partant seul sur ce projet cette fois-ci, j'y annonce pas, mais c'est pas non plus un truc où je me dis tous les matins, c'est sûr, pour que ma vie de professeur soit aboutie, il faut que je l'ai fait au moins une fois. Je me dis pas ça. Voilà, est-ce que c'est de la sagesse, de la maturité, j'en sais rien, mais aujourd'hui le projet Noud me plaît parce que on nous donne les moyens de jouer ce rôle d'intrapreneur. Être entrepreneur n'est pas une fin en soi. Ce qui est une fin en soi, c'est de se sentir utile, impactant et autonome dans ses décisions. Voilà. Donc mon quotidien, c'est de m'assurer de ça. C'est de me dire que tous les matins, quand je me lève, j'ai le même enthousiasme que si j'étais tout seul à la barre. On m'a confié un bateau. Là, il y a le Vendée Globe en ce moment. Celui qui est à la barre, il n'est pas tout seul. Et parfois, c'est pas son bateau. Mais pourtant, c'est lui qui le conduit. J'ai une dernière question. Tu as été entrepreneur d'une belle PME. Puis en même temps, tu es cadre dirigeant d'un grand groupe de plusieurs milliers de personnes. Est-ce que c'est facile d'être dans un environnement interconnecté, d'avoir des patrons, des actionnaires, etc. Ce que tu n'avais pas? Et on a toujours des comptes à rendre, quoi qu'il arrive. Donc voilà, après, ça dépend où est-ce qu'on met la barre sur la notion de contrainte. Je ne vais pas te mentir, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de comptes à rendre à mes actionnaires, c'est normal, que quand je l'étais moi-même. Je suis moins agile, mais en même temps, un groupe comme Noud, aujourd'hui, j'essaie d'y apporter mon expérience d'entrepreneur. Qu'est-ce que je peux faire? Et ta passion. Exactement. Qu'est-ce que je peux faire pour que les contraintes du groupe soient atténuées par ma capacité à leur transmettre mon expérience d'agilité, de réactivité, pour aller à l'essentiel. Voilà. Christophe, mais j'ai l'avantage, j'ai les moyens d'un grand groupe. C'est autre chose. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on clôture ce 3e podcast sur la première fois? Ce que je peux rajouter et conclure, c'est ce que j'ai dit en introduction, c'est que en fait, entrepreneur, intrapreneur, pour moi, c'est la même chose. À partir du moment où il y a de l'enthousiasme, on se lève tous les matins en étant convaincu qu'on est utile et que voilà, c'est ça l'enjeu. C'est de se sentir aligné dans son quotidien avec le projet de l'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise et quelle que soit la posture qu'on a en entreprise, actionnaire ou pas. À partir du moment où on se donne les moyens, tout est possible. Merci Christophe. Merci à toi Hervé.